Je m'appelle Damien Collin, je suis donc installé à Lyon, je suis gestionnaire d'une conciergerie qui s'appelle Hosting Service. Je l'ai montée en 2019 avec le partenariat Lucky, donc la conciergerie qui a été rachetée par Airbnb en 2014, de souvenir, non 2018. Et donc on gère entre 200 et 300 logements, à la fois avec la marque Hosting Service et aussi en marque blanche, donc on propose nos services à d'autres conciergeries. Alors j'ai un profil qui n'était pas forcément dédié à faire de la conciergerie. Moi j'ai travaillé 10 ans en cabinet d'expertise comptable et j'ai voyagé pas mal et j'ai vécu pendant 2 ans à l'île Maurice dans le but d'ouvrir une maison d'hôtes. Donc j'étais déjà dans un projet de vouloir changer un petit peu de vie. Et quand, pour des questions personnelles, je suis rentré sur Lyon, j'étais propriétaire d'un appartement, mais qui finalement était en location classique. Et je me suis retrouvé à être finalement à la rue alors que j'étais propriétaire de mon logement. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit, tiens, ça aurait été quand même assez pratique s'il avait été sur Airbnb. Donc j'avais commencé à faire un petit peu mes recherches à ce moment-là. Je tombe sur une annonce de Cocooner, qui est donc une conciergerie nationale qui cherchait à s'implanter sur Lyon, donc cherchait un nouveau gestionnaire. J'ai postulé, j'avais pas du tout le profil. Et finalement, à force d'insister et de discuter avec donc Antoine Serrurier, qui est donc le créateur de Cocooner et qui s'est retrouvé être finalement une belle histoire après, parce qu'on s'est retrouvé 6 ans plus tard sur le projet de la Hosting Academy. Je me suis retrouvé dans les deux derniers entre guillemets finalistes pour ce poste. J'ai pas été choisi, mais lui m'avait poussé à continuer sur cette voie-là. Et en parallèle, il y avait donc un Lucky, donc la conciergerie qui venait d'être rachetée par Airbnb, qui cherchait un nouveau city manager sur Lyon. Et donc finalement, j'avais déjà fait toute mon étude de marché au préalable quand j'avais fait ma candidature pour Cocooner. Et donc j'ai rencontré l'un des associés de Lucky et qui a plutôt apprécié mon profil parce que je suis arrivé au rendez-vous en ayant les mains pleines de peinture, parce que j'étais à la fois en train de repeindre mon logement, plus je devais prendre un avion quelques heures plus tard. Et le côté un petit peu tout-terrain a finalement bien plu au niveau du profil. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à intégrer le programme Lucky, en démarrant finalement de zéro, et puis à force de développement de gérer pratiquement entre 200 et 300 logements maintenant. Alors une conciergerie, il y a plusieurs types de conciergerie. Il y a des conciergeries qui font des services partiels, d'autres qui font des services complets. Nous, c'est ce qu'on propose. Donc un service complet, c'est vraiment gérer de A à Z un logement en location courte durée d'un propriétaire qui va nous laisser ses clés et qui derrière va en théorie s'occuper de rien, parce qu'on va tout mettre en place et tout mettre en œuvre pour que le logement soit mis à disposition de voyageurs, donc via des plateformes de réservation type Airbnb, Booking, Abritel ou sites de réservation en direct. Et il y a toute la logistique qui tourne autour de cette activité-là, sur de la gestion des ménages, de la gestion de la maintenance, de la gestion de tarification, et donc de la mise en relation à la fois d'un propriétaire jusqu'à la mise en relation d'un voyageur qui arrive et qui repart. Alors quelles sont les missions d'une conciergerie? Donc c'est hyper varié, puisque ça va vraiment d'un rendez-vous client jusqu'à la gestion et l'accueil d'un voyageur. Donc il faut savoir à la fois être un vrai commercial, savoir représenter sa marque, son image, être un vrai expert du secteur. Donc ça nécessite quand même pas mal de temps d'études, d'analyse d'un secteur quand on est contacté par un propriétaire. À la suite de ça, il y a toute la sélection, la mise en place, les créations d'annonces, toute la stratégie tarifaire qui permet justement d'optimiser le logement, de tout paramétrer en termes d'outils, de contacter des équipes de ménage, de faire des vérifications, de créer tout ce qui va être inventaire, tâches photos de maintenance, toute l'anticipation des besoins en termes de linge, de consommables,
de préparer déjà aussi une liste d'intervenants, préparer tous ces messages en amont pour la communication avec les voyageurs. En fait, il y a une liste qui est tellement importante que vraiment il faut la connaître et il faut surtout bien y penser et avoir une checklist pour ne rien oublier, pour ne pas se retrouver au moment où on va avoir un séjour, son premier séjour, avec une erreur sur une tarification parce que c'est un événement qui va être hyper important et qu'on a oublié de gérer sa prix ou mal paramétrer un équipement qui fait qu'en fait il le manque ou qu'on l'a mis en trop. Ou d'avoir peut-être loupé certains messages avec des voyageurs qui fait que l'expérience voyageur va pas être la bonne. Donc c'est vraiment hyper complet, il faut un éventail très très large de compétences ou alors s'entourer des personnes qui ont ces compétences-là. Donc on va proposer pratiquement tous les services à un voyageur, donc de la gestion du linge, en passant par les shampoings, gel douche, consommables, pour que le voyageur n'ait pas grand-chose à faire quand il arrive. Donc c'est vraiment une offre complète. On propose des services et des solutions annexes également, à savoir du linge supplémentaire, du matériel pour enfants. On met en relation avec des services aussi qu'on connaît nous sur Lyon pour du babysitting, pour de la location de matériel un peu plus professionnel pour les enfants, services de taxi, etc. Donc c'est tous des services qui sont en parallèle de l'activité entre guillemets classique d'hébergement. Alors, gestion du calendrier des réservations, ça va un peu être différent de si on est monoplateforme ou multiplateforme. À partir du moment où on travaille avec plusieurs plateformes de réservation, l'idéal c'est quand même d'avoir un outil qui permet de synchroniser toutes les plateformes pour éviter des doubles réservations et puis d'avoir une logistique interne qui soit la plus fluide possible, à la fois pour la communication avec le voyageur, mais également tout ce qui va être gestion avec les équipes de ménage. Donc ça, c'est primordial d'avoir des bons outils pour justement arriver à pas perdre de fil et à pas faire d'erreurs. Alors, communication avec les voyageurs, c'est quand même un des points clés d'un séjour. Une communication fluide fait que l'expérience va en théorie bien se passer si tout a été fait en amont avec des points de vérification, une logistique de linge et de ménage qui est vraiment la plus professionnelle possible. Et donc du coup derrière, en théorie, on ne devrait pas avoir de soucis. Par contre, il faut savoir suffisamment bien expliquer que ce soit des accès, si jamais c'est des arrivées en arrivée autonome, via des systèmes de boîtes à clés, de serrures connectées, de casiers, enfin il y a plein de solutions qui existent. Et d'être suffisamment disponible parce qu'on sait que les voyageurs vont quand même nous solliciter, parfois à juste titre, parfois non, mais être le plus réactif possible, donc d'avoir une organisation en interne, alors qui peut être différente entre quand on est en solo ou quand on est avec des équipes ou quand on travaille avec des outils externes également, mais savoir répondre au plus juste de façon bienveillante, empathique. Enfin, on est dans un métier de service, on travaille dans l'hôtellerie, même si c'est de la conciergerie, et c'est vrai que c'est un point clé de bien s'entendre avec des voyageurs. Ça aura des incidences derrière sur tout ce qui est commentaires et remontées positives au niveau de l'annonce. Alors, check-in, check-out, c'est des points forcément importants qu'il faut préparer en amont. Il faut vraiment essayer de vivre l'expérience avant que le voyageur arrive, s'assurer que tous les points, les différentes étapes soient suivies pour qu'il n'y ait pas de friction à certains moments, parce que s'il y en a, c'est qu'on n'a pas été suffisamment clair. Et donc du coup, faut toujours se servir des retours de voyageurs pour essayer d'améliorer l'expérience. Donc faire des livrets d'accueil, des fiches techniques, enfin plein de choses qui permettent aux voyageurs d'arriver de façon simple, avoir beaucoup de communication. On en parlait tout à l'heure sur la partie communication. Nous, on n'hésite pas à appeler systématiquement les voyageurs, même si on est 100% arrivé autonome, à contacter les voyageurs pour s'assurer que avant d'arriver, ils ont bien pris connaissance des instructions d'arrivée et que tout est suffisamment clair. Ceux qui ne connaissent pas les systèmes d'arrivée autonome, ça peut parfois être un petit peu stressant. Donc l'idée, c'est vraiment de rassurer les gens sur le fait que tout va bien se passer et qu'en cas de problème, ils puissent avoir un contact
que ce soit via la messagerie, WhatsApp, des outils externes, numéro de téléphone, etc. Donc ça, c'est au niveau du check-in. Et au niveau du check-out, en fait, on a des vrais points de contrôle qui sont liés avec soit nos gouvernants, soit nos équipes de ménage, qui vont intervenir et qui vont vérifier l'appartement au moment du départ pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dégradation, de choses qui soient cassées, abîmées, voilà. Et donc derrière, on va aussi insister auprès des voyageurs pour qu'ils respectent les règles, le règlement intérieur, et aussi respectent toutes les personnes qui travaillent autour de leur séjour. Donc sortir les poubelles, s'assurer de laisser un appartement qui soit pas nettoyé parce que c'est pas le but, mais dans des conditions qui soient correctes, par respect envers les équipes de ménage. Alors nous, en ayant pratiquement 300 logements maintenant, on est nombreux. Donc forcément, ça nous permet de faire des rotations et de couvrir de 9h à 21h avec des personnes qui sont dans mon équipe, qui sont formées justement à de la relation voyageur. Et on a un service de nuit qui prend le relais entre 21h et 9h le matin pour assister des voyageurs en cas de problème. Si on voit quelqu'un qui, par exemple, n'a pas, malgré le fait qu'on lui ait écrit, qu'on l'ait essayé de l'appeler, mais qu'on n'a peut-être pas réussi à le contacter en journée parce qu'il travaillait ou autre, si jamais il appelle à 23h ou à minuit et qu'il insiste en disant qu'il n'a pas les informations, reçu les informations, ce qui en vrai souvent n'est pas le cas, il les a, c'est juste qu'il n'a peut-être pas pris le soin de vraiment regarder. On a un service de nuit qui, lui, va intervenir et va pouvoir accompagner à distance le voyageur en lui rappelant les instructions d'arrivée et en s'assurant que le voyageur est bien arrivé pour éviter des annulations de séjour. Voilà, tout simplement. Alors, tout dépend de la taille de sa structure. Quand on est tout seul, c'est vrai qu'on est, tu parles de maintenance, on est un vrai couteau suisse, donc il faut savoir bricoler, il faut savoir faire le ménage, il faut savoir faire un peu de plomberie, il faut savoir faire de la communication, il faut être le commercial, il faut être plein de choses. Quand on commence à avoir une structure un petit peu plus volumineuse, forcément, il y a de plus en plus de voyageurs avec les logements, donc on est obligé d'avoir presque un service dédié ou en tout cas un gros carnet d'adresses de contacts d'artisans, de plombiers, d'électriciens, enfin des choses qui sont un peu techniques sur lesquelles nous on n'a pas forcément toutes les habilitations pour pouvoir faire tout ça. Il faut s'assurer qu'il y ait des professionnels qui le fassent. Et donc il faut avoir un gros calepin pour pouvoir contacter toutes ces personnes-là. Et nous, en interne, on a même un service qui est dédié sur la partie maintenance et en plus de contrôle des appartements avec des gouvernants. Eh ben, ménage justement, c'est les gouvernants qui eux sont. Alors, on travaille avec plein de sociétés différentes. On a fait le choix de ne pas internaliser la société de ménage, malgré le fait qu'on ait des milliers de séjours par mois. On pourrait le faire, mais c'est un choix d'entreprise de travailler avec différents prestataires, ce qui nous permet en cas de défaillance ou de vacances ou même de questions de qualité, de pouvoir changer et de s'assurer que les appartements seront traités en réaffectant un petit peu les volumes aux différents prestataires. On s'occupe de toute la logistique de linge par contre, donc ça c'est un gros point qui est important dans la conciergerie parce que sans linge c'est difficile d'accueillir des voyageurs. Et à côté de ça, donc comme je disais, on a 2 personnes dédiées pour faire à la fois de la formation sur les nouvelles personnes qui intègrent, qui auraient besoin de conseils, et des contrôles, et même des ménages en profondeur qui sont faits régulièrement dans nos propriétés pour faire ce que les équipes de ménage n'ont pas le temps de faire entre une arrivée et un départ parce que des fois les timings sont assez serrés. Donc avec l'expérience maintenant, on sait que le ménage c'est la clé, vraiment c'est un des points clés d'un séjour et donc ça nécessite quand même un vrai investissement à la fois en temps, en formation, en contrôle. Voilà, c'est vraiment un des points les plus importants. Gestion des consommables, on a essayé plein de choses différentes, des grands formats, des petits formats, des produits bio, pas bio, etc. On a fait le choix de mettre des petites quantités
de dépannage. Voilà, vraiment, faut être le plus transparent possible. Par contre, ça veut dire que dans l'annonce, on explique que il y aura du thé, du café, du sucre, du papier toilette. Enfin bref, le nécessaire pour que quelqu'un puisse passer 1 ou 2 nuits sans problème. Par contre, sur des séjours plus longs, de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est aux gens d'acheter et de faire eux-mêmes leurs courses. Par contre, on reste à dispo et si vraiment des gens ont des besoins particuliers, on est toujours à l'écoute et on a suffisamment de bandes passantes en interne pour pouvoir intervenir en journée si jamais quelqu'un avait besoin de quoi que ce soit. C'est un peu le service qu'on propose dans notre conciergerie. On peut le faire. On a fait des accueils personnalisés au tout démarrage de l'activité avec ce qu'on appelait des welcomers. Donc en gros des gens qui étaient payés à la tâche pour distribuer des clés et qui faisaient une présentation de l'appartement au moment où le voyageur arrivait. C'est juste que ça devenait compliqué avec le volume parce que sur quelques logements, on va dire que ça va. Quand on commence à avoir une centaine d'arrivées dans la même journée, en termes de logistique, ça devient un peu plus compliqué. Et surtout, on était très souvent confrontés à des retards de la part des voyageurs. C'est-à-dire qu'ils nous indiquaient des heures d'arrivée, comme quoi ils devaient venir à 15 ou 16 heures. Et finalement, avec les bouchons, avec les aléas d'un trajet ou autre, on avait donc des welcomers qui, eux, devaient attendre pendant des fois des heures qu'un voyageur se présente. Et donc, le problème, c'est qu'on a organisé la journée en fonction des arrivées, du secteur, etc. Donc, on a fait le choix au moment du Covid, parce qu'en plus, il y avait tout ce qui était contact qui était un peu interdit, de basculer l'entièreté du parc en arrivée autonome, avec serrures connectées, boîtier mécanique ou casier pour récupérer des clés dans certains secteurs. Et les notes d'arrivée ont été encore plus élevées qu'avec des arrivées physiques. Tout existe. Nous, on a fait un choix parce qu'on a un marché urbain et que c'est beaucoup plus simple de cette manière-là. Mais on a aussi quelques biens luxe sur lesquels on fait certaines arrivées physiques en fonction. On peut laisser aussi la liberté aux voyageurs on peut leur proposer une arrivée physique, mais également une arrivée autonome si jamais eux préfèrent être tranquilles et pas forcément croiser l'hôte derrière. En fait, il faut toujours anticiper à avoir une solution de secours. Sur des serrures connectées, par exemple, ça peut arriver qu'une batterie dysfonctionne ou que le canon ait un petit souci. Déjà, il faut tout de suite s'assurer que les serrures soient débrayables parce que si la clé est coincée d'un côté, il faut pouvoir avoir une solution à côté. Donc, on a souvent des boîtes à clés de secours ou dans certains secteurs, des casiers avec des clés annexes qui permettent justement, si jamais un voyageur a laissé les clés dans son appartement, qu'il puisse aller les chercher à cet endroit-là. En journée, on est suffisamment nombreux dans mon équipe pour se déplacer et rendre ce service à un voyageur pour lui éviter de payer un serrurier si jamais il s'enferme à l'extérieur de l'appartement. Et par contre, quand on pose les questions à savoir est-ce que les clés étaient dans la serrure ou non, si les clés étaient dans la serrure et que le voyageur nous confirme qu'en effet c'est bien lui qui a fait cette erreur-là, tout de suite on leur dit que c'est un serrurier, un spécialiste. Même si nous, on sait ouvrir certaines portes avec des radios, il y a certaines fois, on préfère que ça passe par des professionnels. Alors, on a commencé à Lyon sur une zone un peu centrale, mais avec le développement de notre parc et certains propriétaires un peu investisseurs qui, avec des règles d'urbanisme un peu strictes sur Lyon, nous a un peu obligés à aller chercher sur des zones sur lesquelles les changements d'usage n'étaient pas obligatoires. Et donc maintenant, on va aller jusqu'à 45 minutes à peu près du centre-ville, qui quand même a, je pense, à peu près 90% de notre parc, ce qui nous permet vraiment d'intervenir de façon assez rapide. Et par contre, les zones sur lesquelles c'est un petit peu plus loin, on essaye d'avoir des solutions de secours si jamais pour des serrures bloquées, pour du linge supplémentaire par exemple, avec des caisses qui sont dédiées avec du linge dans les appartements, avec des cadenas, etc. Ça peut aller du tout petit studio au thé. Enfin, on a des appartements avec piscine, donc des grosses villas avec 7 ou 8 chambres.
On a des immeubles entiers qui sont dédiés aussi à de la location courte durée. Donc c'est vraiment d'une typologie. On fait plus de résidence principale. On en avait géré pendant un petit moment. On a fait le choix de vraiment se spécialiser sur des investisseurs, sur des résidences secondaires, donc avec des biens qui sont disponibles toute l'année, ce qui permet déjà de s'assurer un peu plus de chiffre d'affaires forcément. Et puis c'est plus simple en organisation de notre côté parce que ça nous permet d'avoir une équipe qui est occupée pratiquement toute l'année. À Lyon, on a la chance d'être sur un secteur urbain qui fonctionne très bien, sur des 60% minimum de taux d'occupation pratiquement à l'année. Donc ça permet vraiment de staffer et d'avoir une équipe qui est disponible tout le temps. Alors, pour moi, je pense que c'est l'expertise sur laquelle, il faut vraiment se positionner comme un expert du secteur. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a fait vraiment la différence quand je suis arrivé dans ce métier-là. J'avais pas un bagage, je suis pas passé par la Hosting Academy, par exemple, en ayant une formation. Par contre, j'ai fait des recherches. Je me suis déplacé à l'urbanisme, j'ai fait beaucoup de rendez-vous. Je me suis déplacé un petit peu partout en France pour aller voir d'autres confrères qui faisaient partie du programme Lucky comme moi, sur lesquels justement qui étaient installés à Rennes, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Paris, etc. pour avoir justement des informations, m'inspirer aussi de ce qui fonctionnait bien, et ce qui m'a permis, même en ayant du coup très peu d'expérience, vraiment me positionner comme quelqu'un qui savait de quoi je parlais. J'avais tout de suite une logistique aussi qui était très pointue. J'avais tout de suite internalisé la partie linge. J'avais pas d'éléments bloquants qui me permettaient de me dire je ne peux pas prendre des logements. J'ai toujours été dans la capacité d'accepter en étant sélectif, mais en me permettant justement de grossir de cette manière-là. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a pu rassurer des propriétaires sur le fait déjà d'avoir une enseigne quand j'ai démarré qui était liée à Airbnb, donc la conciergerie officielle d'Airbnb. Donc c'est des éléments qui étaient vraiment différenciants par rapport à mes concurrents. Et puis après, c'est toutes les notes. Forcément, à partir du moment, moi je sais que j'étais numéro 1 de tout le programme Lucky sur toute la France. Et c'est quelque chose que je mettais vraiment en avant, la qualité, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de garder des logements en bon état et surtout d'inciter des voyageurs à réserver rapidement quand les notes sont là. Alors à Lyon, on a une grosse clientèle d'affaires et on a aussi la chance d'avoir une ville qui est classée patrimoine mondial avec une clientèle de tourisme, mais plutôt le week-end. Donc on va avoir des grosses périodes qui vont être entre les lundis et dimanches, avec beaucoup de pros qui arrivent le lundi et qui repartent le vendredi, et une clientèle un petit peu différente qui, elle, va faire un peu plus de tourisme et va venir le vendredi, partir le dimanche. Donc on a quand même des journées qui sont un peu chargées, et on sait, parce que c'est un type de clientèle qui est un peu différente, mais qui finalement va réserver dans tous les logements qu'on peut avoir, que ce soit du tout petit studio jusqu'au logement de 3 ou 4 chambres, qui peut intéresser justement des professionnels qui, plutôt que de réserver 4 chambres d'hôtel, vont avoir besoin d'un seul lieu sur lesquels ils vont pouvoir mettre leurs artisans, par exemple, s'ils viennent faire un chantier. Alors dans un premier temps, les propriétaires me contactaient directement via Airbnb par le système de co-hôtes, donc anciennement programme Lucky, qui a changé de nom plusieurs fois et qui s'appelle le réseau de co-hôtes maintenant. Donc les propriétaires avaient un compte Airbnb, voyaient mon nom, mon profil s'afficher directement en tant que professionnel pour proposer mes services. Donc le premier type de contact, c'était via la plateforme d'Airbnb. Et puis après, ça a été beaucoup le bouche à oreille, beaucoup de réseautage, et le fait de me déplacer, de prendre beaucoup d'initiatives pour aller voir des gestionnaires de patrimoine, des marchands de biens, des cabinets comptables, des agences immobilières, et de me présenter comme un des experts du secteur, fait que j'ai eu beaucoup de recommandations et de contacts ensuite qui ont été en direct. Moi, j'ai eu un site internet très tardivement. Au bout de 6 ans, j'en ai jamais eu avant, j'en avais pas le besoin. C'est pas forcément ce que je conseillerais maintenant à quelqu'un qui se lance, mais à partir du moment où on arrive vraiment à avoir un réseau important et de faire des démarches, on peut avoir beaucoup de clients et beaucoup de propriétaires qui nous contactent.
Alors nous, on a un service qui est vraiment du lundi au dimanche. On arrive à couvrir, comme je disais tout à l'heure, de 9h à 21h. Et on a des lignes qui sont dédiées à la fois pour les voyageurs, qui sont des lignes partagées, qui permettent justement de ne pas utiliser son téléphone personnel. Avec tous mes collègues, personne n'utilise son numéro de téléphone. Et on a aussi une ligne qui est dédiée avec le même outil pour les propriétaires. Ce qui fait qu'on arrive à identifier, à ne pas mélanger et à avoir tout de suite une attention un petit peu différente entre un propriétaire et un voyageur. Alors, on a essayé de mettre des choses en place, mais par contre, c'est assez compliqué. Je vois, on avait essayé de mettre des produits de gel douche bio, dont j'ai fait des tests moi-même. Le seul problème, c'est que ça nécessite des temps de préparation qui sont relativement longs et qui sont difficiles à tenir sur un secteur sur lequel pratiquement tout est en urgence, tout est rapide, tout doit aller vite. Donc, c'est des points sur lesquels on cherche justement à s'améliorer. Ça sera, je pense, un des arguments qui sera peut-être clé dans le futur avec des voyageurs qui vont chercher des expériences un petit peu plus éco-responsables. Et nous, on va devoir faire également un pas là-dessus. Alors, j'ai commencé tout seul, donc il a fallu que je fasse absolument tout, des ménages jusqu'à la partie commerciale. Jusqu'à la partie comptable, enfin absolument tout gérer en tant que chef d'entreprise. Et puis derrière, j'ai pu rencontrer des personnes de confiance qui ont commencé soit à distribuer des clés en tant que freelance ou en tant que stagiaire. J'ai travaillé beaucoup avec des écoles de commerce et de communication parce que justement, il n'y avait pas encore d'école dédiée comme la Hosting Academy qui forme des gens qui veulent faire ce métier-là. Donc j'allais les chercher dans des écoles qui n'avaient absolument rien à voir avec le métier de conciergerie. Et puis j'ai pu, grâce à ça, créer une équipe qui a pu m'accompagner sur la montée en volume et qui est restée justement et qui s'est investie autant que moi sur le développement de tous les process, du choix des outils, de la sélection des différents partenaires, prestataires, les différentes offres, etc. Et donc là maintenant on est 16 dans la structure, c'est une jolie success story, et sans compter tous les différents prestataires de ménages, auto-entrepreneurs, sociétés, artisans. Au total, je pense que ça fait plus de 50 personnes. Outils, quand j'ai commencé, on avait uniquement la plateforme d'Airbnb où tout était inclus dedans et on s'y retrouvait. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement de stratégie qui a été fait avec certaines fonctionnalités qui ont été dépréciées, qui fait qu'on a dû aller en chercher à côté avec des outils externes qui forcément ont nécessité des coûts, des investissements. On n'a pas forcément fait les bons choix au démarrage, on a fait beaucoup de recherches, on a fait beaucoup d'erreurs. Et à partir du moment où on a trouvé les outils qui correspondaient avec notre mode de fonctionnement, c'est là où on s'est rendu compte qu'on gagnait un temps phénoménal sur plein d'étapes, sur de la communication, sur de la gestion de logistique, sur de la facturation, sur du recouvrement. Enfin, il y a plein d'outils qui existent. C'est aussi un peu pour ça qu'on a fondé la Hosting Academy, c'est de pouvoir recommander justement des outils qui correspondent à chaque cas de figure, parce que c'est pas parce que moi j'utilise certains outils de tarification que forcément ils sont adaptés pour quelqu'un qui a une plus petite structure. Nous on a des gros volumes, ça nous oblige un petit peu à aller choisir des prestataires en fonction de certaines capacités qu'on a. Moi, je ne suis pas un spécialiste du revenu management, donc du coup, je vais aller chercher un outil de tarification. Par contre, je n'ai pas besoin d'aller chercher un commercial parce que je suis entre guillemets, le meilleur commercial de ma boîte. Donc, j'ai réussi à me libérer suffisamment de temps en ne faisant plus de ménage, en recrutant, en cherchant des personnes qui avaient des capacités, qui avaient une passion pour certaines tâches et qui m'ont permis à moi justement d'aller d'être un petit peu plus focus sur la partie relations commerciales. Processus type. Alors c'est des choses qui sont en perpétuelle évolution parce que des fois, on va découvrir de nouveaux outils. Là, en ce moment, par exemple, il y a l'intelligence artificielle qui est en plein boom et donc sur laquelle on est en pleine réflexion, nous aussi.
Donc forcément, même des process qu'on a pu mettre en place maintenant qui fonctionnent très bien vont peut-être être bouleversés dans quelques semaines. Donc c'est un petit peu ce qui fait aussi le charme de nos métiers, c'est qu'on a plein de choses à faire, il y a plein d'éléments qui gravitent autour de cette activité de location courte durée. Mais sinon, il faut être cadré, il faut être le plus professionnel possible, et que ce soit de la prise d'un rendez-vous avec un propriétaire jusqu'à l'onboarding, la création de l'annonce, tout ce qui va être paramétrage avec les différents outils, la mise en place des différents messages qui soient pré-programmés, automatiques, manuels, donner le ton qu'on va vouloir avoir avec un voyageur. Et tout ça jusqu'à, sans parler de toute la logistique qui tourne autour du linge, des consommables, etc. Et jusqu'à l'offboarding, au moment où on arrête avec un propriétaire. Il faut savoir arriver à cadrer tout ça, mettre des différentes étapes pour que justement il n'y ait rien qui soit oublié et que l'expérience soit positive du début à la fin pour un propriétaire, parce qu'on sait qu'il y a des propriétaires qui vont arrêter, mais de la même manière avec un voyageur. Alors, moi, je fais partie des conciergeries qui font de la prestation de service. D'ailleurs, je n'encaisse pas l'argent. Je n'ai pas la carte G, donc je n'ai pas de site de réservation en direct. On va utiliser certaines fonctionnalités sur des outils comme Airbnb qui permettent d'avoir ce qu'on appelle un split de paiement, donc une ventilation du prix de la réservation où le propriétaire va toucher directement son séjour déduit des frais de plateforme d'Airbnb, déduit des taxes de séjour et déduit de notre commission et des frais de ménage que nous, on va pouvoir à ce moment-là récolter directement. Et si on travaille avec d'autres plateformes, on va utiliser des outils de recouvrement, de facturation qui vont nous permettre de récupérer l'argent en fin de mois. Donc tout ça, c'est un peu de mise en place administrative et financière, mais qui nous permet justement de ne pas avoir de problème de trésorerie. C'est quand même un vrai bonheur quand on a une activité de ne pas pouvoir, d'avoir très très rarement des impayés. On est pratiquement payé à la source au moment d'une réservation, ce qui permet vraiment de souffler en termes de trésorerie. C'est un vrai bonheur. Quand on voit certaines activités des fois qui ont du mal justement à avoir l'argent nécessaire pour pouvoir survivre, nous en tout cas on n'a jamais eu ce problème-là. Alors, on a des offres qui sont plutôt en interne. On va déterminer des valeurs d'appartements, à la fois sur le standing, sur le volume ou sur le chiffre d'affaires généré, et sur lesquels on va essayer de porter une attention encore plus particulière. On ne va pas négliger les clients qui ont des revenus moins importants, mais des clients sur lesquels on a un gros volume d'appartements ou des annonces qui peuvent être une vraie vitrine pour nous. On va accentuer quand même encore un peu plus certains contrôles. On va parfois offrir certaines prestations. En fait, c'est de la relation commerciale comme il y a dans toutes les activités, quoi. Alors, nous, on a plusieurs activités. On a l'activité de conciergerie qui s'appelle Hosting Service sur une offre complète. Donc, c'est vraiment une gestion de A à Z, de la création de l'annonce à la stratégie tarifaire, la communication voyageur et gestion linge, ménage et maintenance, avec un pourcentage qui est lié en fonction des revenus. On a une offre qui s'appelle Hosting Partners qui, elle, va être que sur la partie communication. Donc, on va pouvoir proposer nos services même à des conciergeries concurrentes. Ou à des hôtels pour lesquels on va s'occuper de toute la partie communication voyageur. On peut même proposer la tarification en commun. On va amener les différents outils qui fonctionnent très bien chez nous pour justement arriver à avoir un fonctionnement relativement fluide. Et on a même développé une activité de location de linge en partenariat avec une structure qui nous permet de proposer à des conciergeries qui sont là aussi concurrentes sur Lyon, mais pour avoir un accès à un linge hôtelier de qualité et aussi à des propriétaires indépendants qui, eux, n'ont pas envie de gérer toute cette logistique autour du linge. Alors moi, j'ai créé une structure, donc une EURL, quand j'ai monté ma boîte en 2019, donc en solo, sans vraiment savoir si elle allait fonctionner ou pas. Bon, je me suis suffisamment donné et on a suffisamment bien travaillé pour que la structure ait pu bien fonctionner. Et derrière, on a une holding qui est au-dessus,
qui permet justement de faire remonter certains dividendes quand la société fonctionne bien pour pouvoir réinvestir derrière sur d'autres projets. Alors quand on monte sa structure, de toute manière il nous faut une ERC Pro. Moi je l'ai complétée d'une manière un petit peu différente. Par exemple, on a des outils qui permettent d'assurer certains logements qui normalement sont proposés à des propriétaires mais que moi que j'ai pris à ma charge et qui me permettent justement en cas de dégradation ou autre sur des plateformes qui par exemple n'ont pas encore de garantie type AirCover comme ça peut être le cas sur Airbnb. Donc là on a choisi nous une solution d'assurance derrière qui nous permet justement de garantir certains remplacements de matériel cassé ou de choses comme ça. Donc ça c'est vraiment hyper important d'anticiper ce qui peut se passer, que ce soit en bien ou en mal, avec des solutions annexes, quoi. Alors, on a à Lyon une réglementation qui est assez stricte et qui tout pratiquement, moi depuis que j'ai commencé en 2019, n'a pas cessé d'être de plus en plus restrictive, avec des changements d'usage obligatoires, avec certaines zones qu'on va appeler une zone hypercentre, sur lesquelles c'est très très compliqué maintenant de pouvoir faire de la location saisonnière, à moins qu'on ait des locaux commerciaux ou ce genre de choses, ou qu'on fasse le principe de compensation, qui est assez technique déjà à connaître. D'autres zones qui sont toujours sur Lyon, mais avec des restrictions en fonction du type d'achat, si c'est en personne morale ou en personne physique, ou liées à la superficie du logement, liées à la division ou non sur un plateau, par exemple de moins de 10 ans, tout ce qui va être règlement de copropriété. Enfin bref, tous ces points-là sont des points hyper techniques qu'il faut connaître vraiment sur le bout des ongles, parce que quand on va rencontrer un propriétaire, on est tout autant responsable que lui si jamais il n'est pas dans les clous, et donc si il y a des contrôles, il peut y avoir des amendes, et maintenant les conciergeries sont au même titre que les propriétaires responsables d'une déclaration qui ne serait pas bonne. Donc maintenant, c'est un des points clés à chaque rendez-vous client. Quelqu'un qui m'appelle, systématiquement, les premières questions que je lui pose, avant même de lui proposer mes services, c'est de savoir si lui, il a le droit de le faire. Alors, c'est un numéro de meublé de tourisme, déclaration de meublé de tourisme qui est obligatoire, qui se fait en quelques clics sur un site à Lyon, hein, qui est sur le site de la ville, et qui permet justement d'avoir ce numéro d'enregistrement qui est juste indispensable, même juste pour publier son annonce, pour une annonce par exemple sur Airbnb. Ce numéro-là, s'il n'est pas saisi, ne permet pas de diffuser l'annonce. Donc en fait, c'est des étapes qui sont importantes, qu'on explique pendant un rendez-vous client. Ce n'est pas des éléments bloquants, c'est des choses sur lesquelles d'ailleurs on peut accompagner les propriétaires en proposant des services annexes. Nous, on le fait gratuitement, mais ça peut aussi être des prestations qui peuvent être facturées si besoin. Moi, je vais être régulièrement contacté, déjà par le bouche à oreille, parce que maintenant, ça fait quelques années que je suis établi sur la ville de Lyon. Je fais toujours partie du programme co-hôte d'Airbnb, mais c'est sûr que maintenant, ça a moins d'impact en termes de gestion de prospects, parce que quand j'ai commencé il y a 6 ans, j'étais à l'origine de ce programme-là, on n'était que 2 à tester ça sur une ville en France, à Lyon. Et donc forcément, des prospects il y en aura beaucoup et vont être séparés entre guillemets entre 2 personnes. À partir du moment où on a développé ce programme-là et qu'il est devenu national, voire même mondial maintenant, il y a certaines villes, dont Lyon, où on va être entre 50 et 100. Donc forcément, la part du marché ou la part du gâteau est moins importante sur le site d'Airbnb, mais ça reste quand même une vitrine qui est intéressante. Derrière, je sais que moi, c'est vraiment beaucoup de relations en direct et de temps passé à aller dans des réunions d'investisseurs avec des gestionnaires de patrimoine, de faire beaucoup de simulations avec des propriétaires qui souhaitent avoir des informations, etc. Donc c'est quand même beaucoup d'investissement. Et on a un site internet maintenant. Pour être hyper franc, je sais pas vraiment si c'est une vitrine pour nous, mais je sais pas si c'est vraiment une source de lead.
mais c'est quelque chose sur lequel des fois on réoriente pour que les propriétaires aient quelques informations supplémentaires. Et après, au niveau des voyageurs, on a 2 plateformes uniquement, Airbnb, Booking. On a été 100% Airbnb pendant 6 ans et on a fait là cette année un changement en début d'année en se disant allez, on va passer multiplateforme, ce qui a engendré beaucoup de mise en place d'outils et de choses complémentaires. Mais on ne regrette pas notre choix parce que c'est vrai que là maintenant ça doit représenter entre 20 et 30% de notre chiffre d'affaires. Alors, réseaux sociaux, on l'avait un petit peu mis en place, mais c'est vrai que j'ai pas un service dédié sur la partie communication. Il n'y avait pas vraiment de besoin vu qu'on était suffisamment alimenté par des clients qui nous sollicitaient par des solutions gratuites en soi. Hein. C'est vrai que moi j'ai jamais dépensé 1 euro en marketing ou en site internet. Donc c'est vrai que c'est vraiment une chance. Et puis c'est, je pense aussi l'expertise terrain qui fait que les gens m'ont contacté. Mais par contre, c'est un point clé quand on est en démarrage. Là, si je devais recréer une conciergerie dans une autre ville, d'un autre pays, il y aurait forcément un budget de communication qui serait lié à ça. Eh ben, c'est quelque chose sur lequel on s'est amusé. C'est-à-dire que on avait pendant longtemps, pendant au moins 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans, l'image de marque de Lucky. Donc qui était pareil, qui a changé un peu de nom, c'était Lucky Homes, qui a été racheté, donc c'était Lucky by Airbnb. Donc la devanture que j'avais était logotée avec une enseigne, avec déjà une charte graphique qui était assez poussée et liée à Airbnb. Et quand on a dû mettre en avant une marque, on a du coup pas mal réfléchi, on s'est fait des petits brainstorming sur lesquels on s'est dit tiens, on va essayer de pourquoi pas choisir tel ou tel nom. Et le logo, etc. Donc le hosting service avec HS et qui est avec des déclinaisons en fonction des différentes offres qu'on a, avec des choix de couleurs, etc. Donc on l'a fait en interne, on s'est amusé là-dessus. Et cette année, on a quand même fait travailler quelqu'un qui était un peu plus qui avait des compétences là-dedans et qui a structuré un petit peu plus les logos. C'est elle qui nous a proposé justement ces déclinaisons de couleurs, vu qu'on commençait à avoir des services qui étaient reliés à hosting, entre hosting service, hosting partners, hosting academy. Et c'est vrai que tout ça, ça fait une identité de marque qui est assez intéressante. Et puis surtout, ça laisse encore plein de perspectives de développement derrière. Alors c'est des points clés, forcément. Il faut qu'on ait des indicateurs quand on a une société sur plein de postes différents. La chance qu'on a quand on utilise des outils tels que des channel managers, c'est déjà inclus dedans. C'est-à-dire que vous allez avoir un onglet qui va permettre de ressortir automatiquement tous les commentaires liés soit à une annonce, soit à une période, et du coup pouvoir sortir des analyses, d'arriver à les relier à certaines équipes de ménage par exemple, ou à certains types de propriétaires ou typologies de logements. Et donc ces analyses-là, elles sont hyper importantes parce qu'il faut savoir bien choisir et parfois aussi faire du tri et de se rendre compte que certains clients parfois vont représenter une grosse charge de travail pour très peu de revenus. Donc il faut savoir aussi faire ces analyses-là et pas trop tard. Alors, on est installé sur Lyon. On a déjà essayé de développer un petit peu justement en allant dans les environs. Moi, j'allais pas dans l'ouest lyonnais, ce qui était quelque chose, un vrai challenge qu'on a réussi à mettre en place là il y a à peu près 2 ans. Donc Lyon, région lyonnaise, c'est quelque chose sur laquelle on est capable d'intervenir. On a développé Hosting Partners justement aussi pour proposer notre expertise sur la partie communication et on arrive à gérer des biens aux alentours, enfin pas sur Lyon, mais Saint-Étienne, Strasbourg, le sud de la France. C'est quelque chose qu'on envisage justement de développer un petit peu plus. En tout cas, on a tout mis en place, nous, déjà, pour pouvoir encaisser suffisamment de clients sur cette partie-là. La partie location de linge, on vient juste de la faire là, il y a quelques mois. Donc, ça nous a déjà ramené pas mal de chiffre d'affaires. Il y a plein d'autres choses qu'on est en train de voir sur des ventes additionnelles qu'on n'avait pas encore vraiment développées et qui, finalement, nous apportent une source de revenus qui était plus importante que ce que j'imaginais.
Donc ça veut dire qu'il y a encore du potentiel là-dessus de travail et de peut-être d'offres à proposer sur cette partie-là. Et puis d'arriver moi à me libérer suffisamment de temps pour continuer à être assez disponible pour la Hosting Academy et d'apporter justement mon expertise terrain à tous ceux qui veulent se lancer, quoi. Merci Bill.